Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. On a besoin de vous pour comprendre où on en est avec ce Brexit. Le 31 octobre, date limite. On est bien d'accord. Qu'a dit le gouvernement de Boris Johnson? Il martèle, c'est ce qu'il a fait hier, que le Brexit aura lieu le 31 octobre, comme prévu. Est-ce que le Brexit aura lieu le 31 octobre, comme prévu? Ce qui est certain, c'est qu'il nous faut un oui ou un non très vite, avant le 31 octobre. Oui, ça c'est évident. Il vous faut une réponse avant le 31 octobre. Rien que de le dire, Jean Bourdon, c'est pas évident. Oui. Parce que Parlement britannique, on le voit aujourd'hui, est parti dans une procédure très compliquée où il devait voter samedi sur le nouvel accord qu'on a négocié dans les 10 derniers jours pour répondre à des questions que le Parlement britannique avait lui-même posées par rapport à l'accord d'avant. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la clarté. Pas parce que on a envie d'être dur, pas parce qu'on a décidé que c'était à nous de décider, mais si les entreprises, en France, en Europe, si les familles, si les pêcheurs, si les agriculteurs n'arrivent pas d'ici les 10-15 prochains jours à savoir ce que nous faisons, eh bien, je pense qu'on vit le pire du Brexit. Le pire du Brexit pour moi, c'est même pas le no deal. C'est l'incertitude qui se prolonge. C'est le fait qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui aux entreprises, aux pêcheurs, aux agriculteurs, aux familles, voilà ce qui va se passer. Et ça, c'est le pire. Parce que c'est ça qui crée la récession, c'est ça qui crée le manque de confiance dans les politiques, et c'est ça qui crée au Royaume-Uni. J'écoutais là, je regarde les chaînes maintenant, je me suis mis à RMC, mais il y a aussi les chaînes britanniques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent les Anglais, les Écossais? Ils disent on n'en peut plus, pas du débat, on n'en peut plus juste de pas savoir ce qui va nous arriver. Et donc l'incertitude, c'est le pire. Donc c'est pour ça que la France, et c'est pour ça que je vous dis ce matin très solennellement, ce que nous voulons avant le 31 octobre, c'est est-ce que l'accord qu'on a mis sur la table, après les 10 jours de négociation, le Parlement britannique en veut ou pas? Tant qu'on n'a pas cette réponse-là, nous, on ne bougera pas. Oui, parce qu'un accord a été trouvé entre la... Je résume pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Résumer parce que c'est compliqué de résumer. Oui, mais non. Mais un accord a été trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'était jeudi dernier. Il a été annoncé, cet accord. Bien, aujourd'hui, la position de la France est claire. C'est cet accord qui doit être appliqué à partir du 31 octobre, ou si les Britanniques disent non, il n'y aura pas d'accord. Ce sera un no deal. On est bien, c'est cet accord, tout ou rien. Si les Britanniques nous disent non, oui. Est-ce qu'ils disent non à l'accord, ou est-ce qu'ils disent on va à des élections, on fait un nouveau référendum? Enfin, il faut qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est-à-dire que la France ne transigera pas. Non, la France, d'ici au 31 octobre... Il y a un délai, le 31 octobre, qui a été fixé. C'est la France qui a insisté pour que ce délai soit fixé le 31 octobre. C'est très important. Et oui, donc la France ne transigera pas, malgré les pressions d'autres pays d'Europe. Amélie de Montchalin. Je peux vous rappeler ce qui s'est passé en mois d'avril. Au mois d'avril, c'était la même situation. Il y avait un accord, le Parlement disait oui, un peu non, bref, on était coincés. Et on a eu un sommet le 10 avril à Bruxelles. Et vous aviez certains en Europe qui disaient, bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un an, et puis comme ça va se résoudre. Et le président de la République, très fermement, a dit, si on met pas une échéance claire, si on pose pas une question simple, et si on rapproche pas les délais, on va créer le pire du Brexit, qui est l'incertitude. Donc, on va rapprocher. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé au 31 octobre. Pourquoi ça a bougé depuis 15 jours? Mais parce qu'on a cette date-là. Si la date était au mois de mars, je peux vous garantir qu'il se serait rien passé. Et donc, on veut faire la même chose. Une question simple. Oui ou non? Oui ou non à cet accord? Une échéance claire, le 31 octobre. Et ensuite, il faut que les choses soient clarifiées. Ça, c'est la position française. Mais toute l'Europe n'est pas derrière la France, là, Amélie de Montchalin. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau sommet de chefs d'État et de gouvernement avant le 31? Il y a deux solutions. Si le Parlement britannique nous dit on est d'accord pour mettre en œuvre l'accord qui a été trouvé à Bruxelles, on va prendre le temps qu'il faut. S'il faut quelques jours de plus pour ratifier, vous imaginez bien qu'on va pas bloquer les choses. S'ils nous disent on n'est pas d'accord, dans ce cas-là, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas, nous, partisans d'un truc qui s'étend à l'infini. Pas de nouveau report. Il faut qu'il y ait... Pas de nouveau report. La France ne veut pas de nouveau report. Sans condition, sans justification, pas le temps va résoudre le problème tout seul. Il y a des gens qui nous disent on n'a qu'à leur donner 6 mois. Mais 6 mois pour faire quoi? 6 mois pourquoi? S'il y a des élections, s'il y a un nouveau référendum, on peut en discuter. Mais 6 mois pour dire à Boris Johnson, ta majorité ne suit pas, mais on va te donner du temps parce qu'on ne sait pas, il y a un miracle qui peut-être arriver, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, nous, être contraints à l'immobilisme en Europe parce qu'il y a des jeux politiciens britanniques. Ça ne peut pas fonctionner. Les citoyens européens,
Moi, dans ma fonction, bien sûr qu'il y a le Brexit, mais il y a qu'est-ce qu'on fait pour l'industrie, pour la défense, pour les emplois, pour le climat, on voit bien, on a la Syrie, la Turquie, on a beaucoup de défis, on a les taxes américaines. Tous ces sujets-là, ils nous demandent du temps et de l'énergie. Et donc, si le Parlement britannique nous dit non, il faudra qu'on se réunisse, mais on ne leur donnera pas du temps sans conditions. Les conditions, on l'a dit depuis des mois et des mois, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, soit il y a des élections, soit il y a un référendum, mais il faut qu'on clarifie. Et cette clarification, c'est pour ça que j'insiste. Vous savez, hier, j'ai dit il faut un oui ou un non. Tout le monde me dit mais c'est idiot. C'est pas idiot du tout. Parce que depuis 3 ans, c'est bien ce qui nous manque. Un oui ou un non. Il y a eu un référendum, c'était clair, et depuis, il n'y a rien de clair. C'est non à tout. Troisième demande de délai du Royaume-Uni. Il y a eu 3 demandes de délai du Royaume-Uni. Il y a eu une demande en mars, une demande en avril, et aujourd'hui c'est une 3e demande. Vous imaginez bien qu'on voit bien que c'est pas le temps qui résout. Bon, mais Amélie, c'est une décision politique. Est-ce qu'il va y avoir une réunion, un nouveau sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne? Je pense que si le Parlement britannique nous dit on ne veut pas de l'accord que vous avez négocié pendant 10 jours, il va falloir qu'on se réunisse. Parce que ça veut quand même dire que ça fait déjà 2 fois qu'on négocie, ça fait 2 fois qu'on trouve des solutions techniques à des demandes politiques du Royaume-Uni. Et si le Parlement ne vous répond pas d'ici le 31 octobre? Eh bien alors là, on a un grave problème. Et c'est pour ça qu'il faut... Et que se passe-t-il là? Mais dans ce cas-là, il va falloir que Boris Johnson nous explique très clairement comment... Donc il y a un no deal. Il y a un no deal. Il y a c'est une entrée en vigueur du Brexit, le 31. S'il ne se passe rien d'ici au 31, c'est ce qui se passe. Effectivement, c'est que ça rentre en vigueur. C'est-à-dire que le Brexit entre en vigueur le 31. Mais c'est pour ça qu'on attend une clarification. C'est parce que nous sommes aujourd'hui, je pense qu'on vit plus d'incertitude même que s'il y avait un no deal. Parce que s'il y a un no deal, je dis pas que c'est pas sympathique, ça secoue très fort, ça met en danger beaucoup de... C'est Singapour sur la Tamise. Non, parce que le no deal, c'est un moment. Oui. C'est un moment où tous les accords juridiques tombent. Mais au moins, on sait ce qui se passe. Là, aujourd'hui... Singapour sur la Tamise. Avec un pays aux portes de l'Europe qui va devenir un paradis fiscal. Mais dans ce cas-là, ils ne pourront pas exporter vers chez nous. On a écrit aussi très clairement, jeudi dernier, qu'est-ce qu'on a écrit? On a dit... Mais si les Britanniques ne veulent pas de cet accord? Mais s'ils ne veulent pas de cet accord, d'accord, ils vivront leur vie. Mais nous, pour qu'ils nous exportent leurs biens, pour qu'ils nous exportent leurs services, on va mettre des conditions. Dans le monde entier, quand on échange des biens et des services, on a soit le régime basique, donc des taxes, donc des tarifs douaniers, soit si on ne veut pas de taxes, il faut qu'on se mette d'accord sur les normes. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi très clairement mis dans la texte de jeudi de l'accord qu'on voulait que sur le plan fiscal, social, environnemental, nous ayons une relation équilibrée. Parce qu'on ne va pas accepter qu'on nous exporte des biens qui sont produits dans des situations de concurrence déloyale. Et ça, c'est très important. Est-ce que l'unité des 27 est menacée par ces tergiversations britanniques? Franchement, hier, il a fallu 15 minutes pour que tout le monde soit d'accord pour qu'on lance la procédure de ratification au Parlement européen du point de vue du Conseil. Donc, vous savez, on ne s'est pas battu hier, on était d'accord en 15 minutes. Ah, je suis sûr qu'on était d'accord en 15 minutes hier. Est-il vrai que le gouvernement, que Boris Johnson et son gouvernement vous ont envoyé 3 lettres en l'espace de 24 heures? Pas à vous, ils ont à envoyé, Donald Tusk, en fait, ils ont envoyé une lettre, il y avait 3 documents dedans, il y avait une lettre de couverture signée par un ambassadeur qui dit voilà la lettre de mon Premier ministre, il y avait la lettre du Premier ministre et il y avait effectivement la demande qui vient de la loi. Il faut pas non plus, il faut pas faire du folklore là où il n'y en a pas. Ce que Boris Johnson nous dit, c'est je veux que mon pays avance, je vais faire tout mon possible pour que les choses se clarifient d'ici au 31 octobre. Si le Parlement britannique ne clarifie pas les choses, il y aura une initiative de la France avant le 31? Je pense qu'on est en train de prendre des initiatives. Ce que je vous dis là, de dire aussi clairement il nous faut un oui, il nous faut un non, c'est en soi une initiative. C'est-à-dire que c'est pas de l'ingérence, c'est pas jouer de pas. Le président de la République va venir et dire maintenant c'est un oui ou c'est un non? Il l'a dit vendredi après-midi, et on va le redire, et on le dira parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas... Même si l'Allemagne n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas ni affaiblir la souveraineté britannique. C'est d'abord une question des Britanniques pour eux-mêmes. Mais on ne peut pas non plus laisser l'Europe être rendue immobile, être rendue paralysée, parce qu'on a un sujet qui est très important, qui est très compliqué, et sur lequel nous n'arrivons pas à avoir de réponse claire. C'est de la clarté qu'il nous faut aujourd'hui. Je pense aux pêcheurs. Vous voyez, à Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les pêcheurs, ils sont très inquiets. Parce qu'ils disent, si jamais il y a un no deal, peut-être qu'on ne pourra plus aller pêcher dans les eaux britanniques. Ça, c'est quelque chose que la France voit comme un sujet sur lequel, de manière absolue, on se battra. Mais il y a de la deuxième chose qui est beaucoup plus pernicieux. Est-ce qu'ils achètent un nouveau bateau ? Est-ce qu'ils font est-ce que les jeunes pêcheurs s'installent? Mais ils savent pas parce que c'est l'incertitude qui est le poison ultime de cette affaire. Donc moi je veux de la certitude et ensuite je veux que cet accord qu'on a négocié, qui est un bon accord, puisse rentrer en vigueur pour que les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, ils puissent continuer à pêcher dans de bonnes conditions.
Amélie de Montchalin, le négociateur au nom de l'Union européenne s'appelle Michel Barnier. Est-ce que Michel Barnier sera le candidat de la France au poste de commissaire européen ? Franchement. Alors, je peux vous dire franchement que ça se joue entre Ursula von der Leyen, les chefs de groupe politique au Parlement européen et le président de la République. C'est une discussion qui va demander à ce qu'on recrée de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, entre la Commission et le Parlement, on ne peut pas dire que la confiance règne. Et on a besoin de confiance pour que, quelle que soit la personne qui portera le portefeuille français sur l'industrie, sur la défense et sur le numérique, il ait des majorités. Ça ne sert à rien de nommer Michel quelqu'un. Barnier, c'est le meilleur candidat ? Il y a beaucoup de noms sur la table. Le président et Ursula s'en parlent. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la confiance du Parlement. Bon, Michel Barnier a la confiance du Parlement. Mais il y en a d'autres qui peuvent avoir la confiance du Parlement. Et je peux vous dire que ce serait un bon candidat à vos yeux ? Mais tous les candidats qui peuvent porter des résultats, qui peuvent travailler avec le Parlement, mais heureusement, et qui peuvent porter de l'ambition. Heureusement que ce sont de bons candidats. Mais donc Michel Barnier sera un bon candidat. Mais il y a plein d'autres gens qui peuvent être des bons candidats. On saura quand ? On saura probablement à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, nous connaîtrons le nom proposé par la France. Oui, parce que pourquoi ? Il faut quand même que ça avance, cette affaire. Aujourd'hui, il nous manque trois commissaires. Il nous manque un commissaire roumain, il nous manque un commissaire hongrois et il nous manque un commissaire français. Ursula von der Leyen, elle voit là, dans les prochaines heures, les chefs de groupe parlementaires en leur disant bon, vous avez fait vos auditions, vous avez pris les décisions qui ont été les vôtres. Maintenant, il faut quand même qu'on travaille ensemble, il faut qu'on recrée de la confiance. Et l'autre chose qu'on veut mettre en place, ça se mettra pas en place demain, mais c'est que pour les prochaines fois, on crée une autorité de la transparence de la vie publique européenne pour que toutes les questions d'intégrité et de conflit d'intérêts soient vues. Oui, on aurait bien aimé. On n'aurait pas eu l'affaire Goulard. On aurait bien aimé le faire avant. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que ce soit à la fois très, très ambitieux, très exigeant, mais que ce soit pas politisé. Et donc on apprend de ces très exigeant, Goulard n'aurait pas été choisi. Je ne sais pas, la commission des affaires juridiques, le Parlement européen n'a pas retoqué son cas quand il s'est agi de la regarder par la commission des affaires juridiques. Donc je préfère aujourd'hui pas refaire les auditions, c'est pas mon rôle, d'ailleurs c'est passé donc il n'y a plus rien à faire. En revanche, il faut qu'on crée de la confiance. Pas parce qu'on veut que le petit jeu politique continue, mais parce que si on veut des résultats. Le commissaire français, il va s'occuper de l'industrie. De la politique industrielle, de comment on crée des emplois demain. Ça, c'est important. Et c'est important que, rapidement, il puisse avoir une majorité au Parlement. Alors, les sanctions américaines contre l'Europe, 7,5 milliards de droits de douane supplémentaires. Tout le monde est touché en Europe, mais je parle simplement des vins français. Les viticulteurs sont en colère et disent l'Europe ne fait rien pour nous défendre, le gouvernement français non plus. Didier Guillaume, lundi dernier, à Luxembourg, a demandé, devant tous ses collègues ministres de l'Agriculture, que la Commission européenne étudie, parce que ça concerne aussi les olives espagnoles, le fromage italien, les vins français, comment on indemnise, comment on soutient, bien sûr, il y a écossais, bien sûr. Les producteurs. Donc ils seront indemnisés. Donc la Commission, on lui a demandé de regarder très en détail quels étaient les secteurs, combien on pouvait mettre d'argent, quels étaient les mécanismes de protection. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, la Commission a demandé quand même aux États-Unis de négocier. On leur a fait une offre de négociation. Ils n'ont pas répondu. On leur a dit, si ça continue, on peut aller à l'OMC et on fera valoir nos droits. On peut aussi taxer des produits qui arriveraient des États-Unis. Pourquoi ne pas le faire ? Rétorsion ? On peut bien sûr aller dans cette voie-là. Nous, on cherche plutôt à des escalades. On cherche plutôt à dialoguer. Parce que quand Donald Trump nous dit, moi, ce que je veux, c'est surtout contre la Chine, qui n'aime pas de concurrence déloyale aux États-Unis, quand il taxe un Airbus, c'est très bien, il peut le faire. Mais les avions, du coup, qui vont être achetés par les États-Unis, c'est les avions chinois. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Donc nous, on veut négocier. Mais on ne se prive pas de se dire que dans quelques mois, dans quelques semaines, on peut aller à l'OMC et on peut taxer des produits américains. Mais surtout, je tiens à le dire, on cherche avec la Commission à mettre en place le mécanisme qui va permettre d'indemniser et de soutenir ceux qui, du jour au lendemain, ils sont réveillés, ils n'ont pas compris pourquoi, mais on leur a dit, vos produits, c'est taxé. Les viticulteurs, les producteurs de parmesan ou de whisky écossais seront indemnisés. Donc, on est bien d'accord. C'est ce qu'on cherche à faire. Bien. Oui, chercher à faire, c'est ce que vous ferez. Et c'est pour ça qu'on a pris, dès lundi dernier, une motion. C'est ce que vous ferez, pas chercher à faire, c'est ce que vous ferez. Bien sûr qu'on le fera. Les chercher à faire, j'aime pas trop. Oui, mais on le fera avec la Commission, et on le fera dans les... mesures qui pourra nous proposer. Amélie de Montchalin, pourquoi est-ce que l'Union européenne, dans l'affaire de l'offensive militaire turque dans le nord-est de la Syrie, pourquoi est-ce que l'Union européenne est aussi inexistante, franchement ? L'Union européenne, elle a fait quand même avec Jean-Yves Le Drian, avec le président au Conseil, 4 choses. Elle a fait quoi ? D'abord, elle a condamné inexistante la chose. Deuxièmement, elle a arrêté. Elle a condamné, oui, non, mais ça, oui. Enfin, vous savez qu'il y a des gens qui pensaient que peut-être il fallait pas. Elle a condamné, d'accord. Mais ensuite, elle a suspendu toutes les exportations d'armement vers la Turquie. Pardon ? Nous avons suspendu. Elle n'a pas réussi à imposer un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Alors, non, on a fait un truc qui est plus efficace. C'est qu'on a dit à 28, tous les pays des 28
s'engage à suspendre dès demain, maintenant là, les exportations d'armes vers la Turquie. Donc ça, c'est comme un engagement très fort. On est en train de réunir la coalition contre Daesh. Parce que l'affaire la plus importante, c'est comment on ne met pas à plat 5 ans d'efforts collectifs contre Daesh. Cette coalition, il faut qu'on la réunisse. Vous êtes en train de mettre en place la coalition. Non. On veut une réunion de la coalition. Pourquoi ? Parce que dans cette coalition, il y a qui ? Il y a les Américains, oui, non, mais d'accord, il y a les Turcs, il y a nous. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? L'offensive a commencé depuis maintenant un certain temps. Et on vous veut mettez beaucoup de temps à mettre en place une réunion de la coalition. Donc si c'est la seule réponse, mettre en place une réunion de la coalition, franchement... Mais parce que cette coalition... Quelle vitesse dans la réaction. Mais cette coalition... Quelle efficacité. Elle a manifestement un problème. Puisque pendant 5 ans, on s'est battus ensemble et maintenant on se bat les uns contre les autres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Turquie était membre de la coalition. Ensuite, on va surtout faire en sorte que le cessez-le-feu temporaire... Voulu par les Américains, enfin voulu. C'est pas un cessez-le-feu. Voulu par les Turcs, quoi. C'est pas un cessez-le-feu qu'on veut. C'est qu'on arrête et que les troupes turques se retirent. Et donc, c'est pour ça qu'on est mobilisé, c'est pour ça qu'il y a des discussions au Conseil de sécurité. Comment allez-vous faire pour que les troupes turques se retirent ? Mais franchement, Amélie de Montchalin. Eh bien, c'est pour ça qu'on met en place tout notre arsenal de pression de pays autour de la Turquie. Si l'Union européenne est toute seule et que les États-Unis ne sont pas avec elle, ça ne peut pas marcher. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'aligner les alliés qui ont ensemble pendant 5 ans été du même côté, pour se dire, attendez, s'il y en a un qui fait défaut, parce que l'essentiel là-dedans, c'est quand même qu'on combatte Daesh. C'est que les djihadistes ne repartent pas et ne puissent pas recommencer à faire ce pourquoi on se battait contre eux. Amélie de Montchalin, puisqu'on parle d'extrémisme, de terrorisme, le rapport est fait un peu vite en France entre le voile et le terrorisme, vous en convenez ? Je conviens qu'il y a 3 sujets très différents et qu'il faut les adresser de manière très différente. Il y a le terrorisme, il y a le communautarisme, et il y a la laïcité. C'est 3 sujets qui ont des liens, mais qui n'ont pas des liens directs, et qu'il faut faire très attention à bien manier avec précision. Alors le communautarisme, juste une question, faut-il interdire les listes d'union des démocrates musulmans français au municipal, qui sont des listes dites communautaristes? Je vais vous répondre 2 choses. Si les propositions qui sont faites mettent à mal la République, nous avons toutes les lois pour les interdire, Christophe Castaner l'a déjà dit. Et donc, si quelqu'un, mais c'est la loi, enfin, si vous, si moi, disons des choses qui sont contraires à la République, on est suspendu, on est interdit, on peut même condamner, et puis on va en prison. C'est le principe de notre loi. Ensuite, sur le plan politique, la bataille, elle n'est pas juridique, elle est politique. Comment on se fait des coalitions, comment on fait des actions politiques pour que les gens qui défendent des idées qui ne sont pas les nôtres ne soient pas dans les conseils municipaux. C'est ce que dit Sébastien Lecornu très clairement. Il dit c'est par le Front républicain et par la mobilisation citoyenne qu'on combattra les idées qui ne nous conviennent pas. Si c'est contre la République, c'est condamné. Si c'est des idées qui ne nous conviennent pas, on les combat politiquement. J'ai lu Bruno Retailleau qui dit que le voile est un étendard pour un islam politique conquérant. Vous êtes d'accord ou pas ? Moi, je pense qu'il faut. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, cette analyse, cette remarque ? En fait, je ne suis pas d'accord avec les grandes phrases. Oui. Moi, j'ai été élu dans une circonscription au sud de Paris, où il y a une mosquée, où les gens vivent ensemble, où il y a des dérives qu'il faut condamner, où on travaille avec les renseignements territoriaux quand il y a des dérives communautaristes, et donc on travaille concrètement. Moi, je préfère qu'on soit dans le concret. Ce que je vous dis, c'est que on a le droit en France de croire et de ne pas croire. On a le droit en France de porter le voile. Maintenant, on n'a pas le droit de faire de l'islam un argument politique, et on n'a pas le droit en France de faire porter, notamment par des idées et de l'argent étranger, des idées qui sont contre la République. Donc le voile, pour vous, n'est pas un étendard pour un islam conquérant. Mais une femme voilée devant moi, est-ce que c'est l'étendard d'un... Non. Maintenant, est-ce que si certains en font un outil politique, il faut qu'on combatte ceux qui en font un outil politique ? Oui. Mais individuellement, je ne vais pas me lancer dans une... Vous voyez, individuellement, là où j'étais députée, à Massy, à Palaiseau, dans les quartiers, je ne suis pas sûre qu'il y ait l'étendard politique dont on parle. Maintenant, que collectivement, certains veuillent politiser le sujet, c'est un problème. Et c'est contre eux qu'il faut qu'on se batte. Et c'est ça la différence. C'est que on n'est pas là pour aller à la chasse un par un des gens. On est là pour combattre des idées qui sont contraires à ce qu'est notre laïcité. La laïcité, c'est le droit de croire et de ne pas croire. C'est que les religions laissent l'État être neutre. Et c'est le fait que, dans l'espace public, on n'est pas là pour faire de la religion un outil politique. C'est ça, au fond. C'est à la fois pas très compliqué, mais il faut que chacun, du coup, comprenne bien que c'est pas stigmatiser les individus qui arrivera à répondre à une menace qui peut être une menace politique, qui peut être une menace communautariste, et qui peut amener ensuite à avoir des dérives très graves. Merci Amélie de Montchalin, il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV, merci.